Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente mon top de l'année 2024. Cette année, j'ai décidé d'en sélectionner que 10, mais j'ai quand même fait des mentions honorables. Vous allez voir ça tout de suite. Avant de commencer, je vais me présenter parce que l'année dernière, ma vidéo des meilleures lectures avait vraiment bien fonctionné. Et donc c'est cool pour les nouvelles personnes qui me découvrent grâce à cette vidéo que je me présente. Merci à toutes les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo. J'espère que mon petit top vous plaira. Donc je m'appelle Julia, je parle de lecture principalement sur cette chaîne. J'essaie un petit peu de parler d'apprentissage des langues malgré le fait que je galère à chaque fois pour apprendre le portugais puisque c'est un objectif de chaque année. Et j'aimerais aussi inclure la traduction puisque c'est mon métier. Je suis traductrice en audiovisuel. Et voilà, si jamais vous aimez les lectures de contemporains, honnêtement, je lis quand même pas mal de trucs. Vous allez le voir, il y a quand même pas mal de choix différents dans ce que je vais vous présenter. Donc si jamais c'est des lectures qui vous intéressent ou vous plaisent, peut-être que vous êtes sur la bonne chaîne et que vous pouvez vous abonner si ça vous plaît. Voilà. Sur ce, on va commencer tout de suite avec les 3 mentions honorables de cette vidéo. La première mention honorable, c'est La Maison au sortilège de Emilia Hart, qui a été traduit par Alice Delarbre. Et je l'ai inclus ici parce que j'ai énormément aimé l'ambiance générale. Je vous afficherai toutes les couvertures ici puisque tous mes livres pardon, sont en carton et que j'ai eu grandement la flemme d'aller les chercher et puis certains je ne les ai tout simplement pas. Celui-ci je l'ai lu dans le cadre du book club de Jurassic Jones Cecilia, vous retrouvez sa chaîne juste ici et en barre d'infos et je l'ai beaucoup aimé déjà, je trouve que la couverture est très très belle parce que c'est quelque chose qui m'appelait beaucoup. J'aimais beaucoup la couverture en français, moins celle en anglais parce que en anglais, il me semble que c'est Wayward, puisque Wayward, c'est le nom des femmes de ce récit. Pour vous en parler très rapidement, on va suivre 3 femmes dans 3 temporalités différentes. La première, c'est Alta en 1619, si je dis pas de bêtises. Et en gros, elle est considérée comme une sorcière parce qu'elle sait se servir des plantes. Donc forcément, elle va être persécutée pour ça. Ensuite, on a Violette en 1940 et quelques, 42 je crois. En gros, c'est le portrait craché de sa mère qui est décédée et sa mère était étrange d'une certaine façon et tout le monde la croyait folle et du coup, vu que Violette lui ressemble, tout le monde a peur qu'elle ait ses caractéristiques en fait. Et la dernière qu'on suit, c'est Kate en 2019 et elle va fuir une situation à Londres qui est très risquée pour elle. Kate va pouvoir fuir la situation dangereuse dans laquelle elle est grâce à un héritage où elle va hériter d'un cottage. Si vous entendez des petites croquettes, c'est Peterson qui est en train de manger, qui est juste en bas là. Ce qui m'a vraiment plu dans ce récit, c'est déjà cette triple temporalité parce que déjà c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand il y a plusieurs temporalités dans les récits, donc forcément ça m'a tout de suite appelé. Le fait que ça se passe en Angleterre aussi, puisque c'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai bien aimé ces différents paysages et ces différents moments de... Enfin, ces différentes années, voilà, ces différentes époques. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et on fait une petite interlude Peterson. Bonjour. Allez, va jouer. Je disais donc que j'ai adoré la sororité entre les femmes et en fait les femmes c'est vraiment un élément central et c'est vraiment une ode un peu aux femmes ce récit. Et j'ai aussi beaucoup aimé du coup la place de la nature, c'est vraiment un personnage à part entière qui est là pour protéger, aider ces 3 femmes de différentes façons, donc ça m'a beaucoup plu. La deuxième mention honorable, c'est Médusa de Flora Boukri. C'est un très très court récit qui fait moins de 100 pages ou 150 pages, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est une réécriture mythologique féministe du mythe de Médusa, du coup la Gorgogne, qui est souvent dépeinte de manière affreuse dans la mythologie un peu classique qu'on connaît tous. Et là, c'est vraiment très empathique envers Médusa. C'est un personnage mythologique que je trouve très intéressant. Et il y a eu beaucoup de réécritures dessus et je trouve que Flora Boukri en a fait quelque chose de vraiment impactant et on comprend à quel point Médusa elle a été trahie, elle a été utilisée et usée. Enfin, vraiment, c'est très très injuste ce qui lui est arrivé et toute la faute est remise sur elle. Si jamais vous voulez pas connaître du tout le mythe de Médusa, je vous invite à passer de 10-30 secondes ce petit passage parce que je vais faire un mini spoil. J'attends un peu, voilà, vous êtes partis. Donc Médusa, en fait, c'est fait... je pense que je vais prêt parce que je crois que j'ai pas le droit de le dire, par Poséidon.
Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, Poséidon, et sauf que c'était dans le temple d'Athéna, et du coup Athéna le prend pour elle et remet la faute sur Méduse. C'est elle la victime dans l'histoire, et dans la mythologie un peu plus classique, dans les mythes qu'on connaît, il y a souvent une grosse rivalité pardon, entre Athéna et Méduse, et du coup Athéna en veut énormément à Méduse, et il y a cette transformation qui s'opère, sauf que là Flora Boukri réinvente totalement le mythe et fait en sorte d'avoir une relation entre Athéna et Méduse qui est très maternelle. Il y a vraiment un aspect où Méduse se repose sur Athéna et la prend un peu sous son aile. Enfin, du coup, Athéna prend un peu Méduse sous son aile. Je trouve que c'est une très belle relation entre les deux. Il y a vraiment quelque chose de profondément de sororité, encore une fois, de féministe. Et j'ai trouvé que c'était une très belle réécriture que je vous invite vivement à lire. Je sais qu'il y a 2 autres réécritures dans le même style, enfin dans la même collection, je crois, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est des autrices différentes. Peut-être que je me trompe, je suis pas sûre. En tout cas, ça m'a ravie de lire ce petit récit. Je l'ai trouvé extrêmement bon et très impactant et pertinent. La dernière mention honorable, c'est N'essuie jamais de larmes sanguin de Jonas Gardel, traduit par Lena Grumbach ou Grumbach, je ne sais pas, et Jean-Baptiste Courceau. Je l'ai lu dans le cadre de la vidéo de la chialade avec Marion, je vous la remets juste ici. Si jamais vous l'avez pas vu et vous comprenez pas trop, avec Marion on aime pleurer et on s'est dit qu'on allait lire des livres qui faisaient pleurer et faire un vlog. Voilà. Ici on va suivre l'histoire de Rasmus qui est un jeune homme de 20 ans je crois, qui va du coup quitter la campagne suédoise pour aller jusqu'à Stockholm et il vit dans les années 80, c'est un jeune homme gay, du coup c'est le début aussi de l'épidémie du sida et du coup à l'époque c'est encore appelé le cancer gay. Donc si jamais c'est des sujets un peu compliqués pour vous, que ce soit en termes de violence sexuelle, de violence psychologique, il y a énormément d'homophobie. En fait, Jonas Gardel a aussi un langage assez cru, dans le sens où il est très direct dans ce qu'il dit, et même dans la méchanceté des termes qui peuvent être employés, parce qu'il y a de l'homophobie constante dans ce roman et c'est une pavasse qui fait 800 et quelques pages, je ne sais plus. C'est assez dur à lire, ça a été quand même assez éprouvant pour moi, malgré le fait que j'arrive à lire des choses très dures. Mais ça, c'était vraiment très frontal. Je l'ai mis dans mention honorable parce que c'est un livre qui me travaille encore aujourd'hui, parce que c'est pas Rasmus que j'ai préféré parce qu'il est quand même très intéressant, j'ai beaucoup aimé son personnage, mais celui que je trouve le plus réussi et le plus travaillé psychologiquement, c'est Benjamin, puisque Benjamin c'est un jeune homme gay, mais il a grandi chez les témoins de Jéhovah et il est persuadé que Jéhovah fait le bien, enfin qu'il est dans la vérité avec un grand V, et quand il se rend compte de son homosexualité, c'est tellement dur pour lui. Entre ses convictions profondes qu'il a depuis qu'il est tout petit et son homosexualité, c'est diamétralement opposé. En fait, il est tiraillé entre les deux et je trouve que d'un point de vue psychologique, et c'est très juste, enfin, je dis juste, mais je suis pas un homme homosexuel dans les années 80 et encore moins témoin de Jéhovah, donc je pourrais pas forcément dire si c'est juste, mais en tout cas je trouve que sa psychologie est extrêmement bien travaillée et je trouve quand même que les témoins de Jéhovah sont quand même bien décrits, parce que du coup Jonas Gardel est aussi docteur en théologie, donc on voit aussi qu'il sait de quoi il parle, et c'est aussi très juste en termes de médias, enfin en termes d'histoire, enfin histoire avec un grand H, parce que il y a quand même pas mal de points historiques au niveau des médias, de ce qui s'est passé, des politiques de l'époque. C'est un très bon roman. Je n'ai pas pleuré physiquement parce que j'étais au travail, que je ne voulais pas pleurer devant mes clients, mais c'est vraiment un roman qui mérite d'être lu si jamais vous avez le cœur accroché, parce que comme je vous l'ai dit, il y a énormément de violence. Mais voilà, si jamais vous voulez un autre avis aussi, je vous laisse l'avis de Floris de la chaîne Flowfly, qui en a parlé et qui pour lui c'est un très gros coup de cœur, voire l'un de ses livres préférés. Donc voilà, je vous laisse ça juste ici et dans la barre d'infos si jamais vous voulez écouter un deuxième avis. Et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec mon top 10 de l'année 2024. J'ai essayé de les classer, ça a été un peu compliqué, mais sachez que même s'il est à la 10e place, c'est un favori quand même. C'était absolument génial de lire tout ça. Juste, c'est du coup purement personnel, c'est très subjectif.
Je vais essayer parfois de dire des choses un peu plus objectives, c'est tout simplement pour vous dire que c'est des livres qui me restent en tête, donc voilà, ils sont là pour ça. En 10e position, j'ai mis Impénétrable de Alix Garin. Alix Garin faisait déjà partie de mon top l'année dernière, si je dis pas de bêtises, l'année dernière ou l'année d'avant, parce que Alix Garin, j'avais lu Ne m'oublie pas, ce qui a été une énorme claque, ma plus grosse chialade de l'année, qui devait être l'année 2022, si je dis pas de bêtises. Et du coup, Impénétrable, là, l'autrice va nous raconter son expérience avec le vaginisme. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, donc déjà, je trouve que c'est absolument génial de l'avoir écrite et de l'avoir publiée. C'est un récit qui est très personnel, c'est assez pudique, parce que en fait, elle se livre beaucoup et c'est déjà très fort de sa part de l'avoir fait. Je trouve que les dessins sont absolument incroyables. J'avais déjà adoré ceux dans Nobluva, donc je me doutais de la qualité des dessins. Mais là, je trouve qu'il y a une grosse force dans les dessins parce qu'il y a des jeux de noir, de couleurs. C'est pas très bien expliqué comme ça, mais je trouve que vraiment ça mérite d'être lu de par la force de l'autrice de l'avoir publié, de l'avoir couché sur papier. Enfin bref, je trouve que c'est extrêmement bon et que j'ai envie de la relire cette année, c'est sûr et certain, parce que je ne l'ai pas assez appréciée à mon goût. Ma première lecture, puisque quand je l'ai lu, c'est quand même assez émouvant comme récit. Mais moi, quand je l'ai lu, l'EHPAD en face de chez moi était en train de faire une fête et du coup, j'entendais la Marseillaise. Il chantait quoi déjà aussi Edith Piaf, enfin voilà. Mais tout ça chantait faux et moi qui lis Impénétrable en un texte très, très émouvant et du coup, j'ai pas réussi à totalement me mettre dedans. J'imagine que vous comprenez pourquoi. En 9e position, c'est aussi une BD. Il s'agit de Le Jardin Paris de Gaëlle Genillet. Là, je l'ai mis en grande partie, voire même exclusivement grâce à ses dessins que je trouve absolument géniaux. Ici, on va suivre Rose qui a grandi dans un cabaret puisque sa maman tient ce cabaret. Et du coup, c'est un jeune homme qui va commencer à performer en danse. Il va avoir un succès phénoménal. Et il y a un homme qui va s'intéresser à lui et ils vont commencer à se fréquenter, ou en tout cas à aller dîner, etc. Et ça questionne aussi beaucoup le genre, puisque parfois Rose a envie de s'habiller en robe et du coup qu'on le genre au L. Et c'est toute une question aussi identitaire que je trouvais très belle. Les dessins sont absolument magnifiques. Moi, je trouve que le cabaret est un lieu esthétique absolument magnifique. Et là, il y a beaucoup de pointes d'art nouveau, qui est un art que je trouve absolument magnifique. Je crois que je l'ai répété 15 fois le mot magnifique en 2 secondes. Et je crois que l'autrice a sorti récemment une nouvelle BD qui s'appelle je ne sais plus comment. J'essaierai de vous l'insérer juste ici si jamais je retrouve. Mais voilà, Le Jardin Paris, ça a été une très très belle découverte. Et je ne l'ai pas dans ma bibliothèque puisque c'était un emprunt et je le veux parce que je trouve que vraiment ces dessins m'appellent et c'est vraiment le genre de choses que je trouve... Mouah. Voilà, chef kiss. En 8e position, il y a La Parfaite Tokyoïte de Jun Fujiwara. C'est un récit où on va suivre l'autrice Jun Fujiwara. C'est une japonaise mais qui vit en France puisque son mari est français et bref, ils ont décidé de s'installer en France. Mais ils font des voyages quand même de temps en temps au Japon parce qu'il me semble que l'autrice a encore de la famille là-bas. Et en fait, dans La Parfaite Tokyoïte, elle va nous dire comment elle se réapproprie la ville de Tokyo quand elle y revient. Quels sont ses petits rituels pour vraiment se réimprégner de son ambiance, de ses saveurs, de ses odeurs. Enfin, j'ai trouvé que c'était absolument parfait pour vous donner envie d'aller au Japon. Et moi qui avais déjà envie d'y aller, bah, j'ai encore plus envie d'y aller maintenant. Et je trouve que c'est aussi un bon guide pour se faire un petit guide de Tokyo et de ce qu'on peut y faire. Et vraiment, j'ai adoré. C'est assez court aussi. Ça devait faire, je crois, moins de 200 pages, quelque chose comme ça. Et je l'ai dévoré, j'ai adoré. Ça m'a juste ravie parce que je trouve que c'est un petit bonbon et c'est très réconfortant pour moi. C'était vraiment une petite lecture doudou. Donc là aussi, je ne l'ai pas dans ma bibliothèque et j'ai très très envie de l'avoir. En 7e position, il y a Nevermore, la trilogie, enfin pas la trilogie, mais en tout cas les 3 premiers tomes, puisque 3 tomes sont paru en français. C'est de Jessica Townsend et la traduction c'est Juliette Lay. Je suis pas sûre de la prononciation du nom de famille de la traductrice parce que Lay ou Lay c'est L apostrophe n'importe quoi. L accent circonflexe. Si jamais vous savez comment ça se prononce, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que je ne sais pas.
C'est une saga jeunesse où on va suivre Morrigan Crow qui est une enfant qui est maudite puisqu'elle est née le jour du Merveillon et donc elle est destinée à mourir le jour de ses 12 ans. Sauf que quelques heures avant son anniversaire de ses 12 ans, il y a un mystérieux homme roux qui va l'insister à venir avec lui pour l'emmener à Nevermoor et du coup elle va réussir à survivre. Parce que du coup cet homme lui raconte qu'elle a un don particulier et qu'elle est destinée à faire de grandes choses. Et on va la suivre du coup dans cette nouvelle ville qu'est Nevermoor. Et malgré mon résumé chaotique, j'espère que vous avez envie de le lire juste au résumé. Si jamais vous voulez mon avis, eh bien il n'est pas très construit puisque j'ai absolument adoré. Je trouve que c'est un univers qui est absolument génial. Dans ma tête, Morrigan, c'est Mercredi Adams et j'adore ce personnage de fiction, c'est l'un de mes préférés. Donc forcément, ça m'a beaucoup plu et en fait, je trouve que tout l'univers de Nevermoor est extrêmement réconfortant aussi pour moi. Je le trouve très original. J'ai beaucoup aimé ce côté de malédiction. Il y a des épreuves puisque en fait Morrigan va intégrer une société et en fait pour faire partie intégrante de cette société, elle va devoir réussir des épreuves avec le groupe qui lui a été assigné parce que du coup chaque année il y a tant d'élèves qui sont intégrés, enfin bon, bref, c'est absolument génial, il y a des épreuves donc forcément moi ça m'a plu puisque c'est un aspect que j'aime bien dans les jeunesses. Et voilà, j'ai été très attachée aux personnages, aux différents personnages, que ce soit du coup Jupiter, qui est ce mystérieux homme roux qui a emmené Morrigan. Morrigan que je trouve très attachante, et toute cette petite bande d'enfants et qui font partie de la société. Enfin bref, j'ai adoré, honnêtement. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Si, je l'ai du coup couplé avec la version audio que j'ai eue sur Audible. Je ne sais plus qui est la lectrice de l'audio, mais c'était absolument génial. Je trouve qu'elle module très très bien sa voix entre les différents personnages. Elle doit faire une palette de personnages très large parce que du coup il y a des enfants, il y a des créatures surnaturelles, il y a tout plein de choses comme ça et je trouve qu'elle module vraiment bien sa voix entre les petites filles, les petits garçons, les adultes hommes, les adultes femmes, enfin bref, je trouve que globalement elle réussit brillamment sa lecture et il y a aussi quelques petits ajouts sonores que je trouve très sympathiques qui ajoutent vraiment à l'histoire et qui rendent la chose encore plus entraînante et féerique, enfin moi j'ai adoré. On change complètement de registre avec la 6e position puisque c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Alors moi je l'ai principalement écoutée et du coup la version que j'ai écoutée c'est lue par Mélodie Richard, mais j'ai fait mes petites recherches et les traductrices c'est Marion Gilbert et Madeleine Duvivier. Voilà, et parce que moi du coup j'ai une version beaucoup plus ancienne, c'était une version qui avait été refaite par mon amie Émilie, j'avais fait une vidéo également que je vous remets juste ici, et c'est l'un de mes livres préférés de ma bibliothèque. Et bref, du coup pour vous parler un petit peu de Jane Eyre, si jamais vous ne connaissez pas l'histoire, on va y suivre du coup Jane Eyre justement, qui est une orpheline qui a été recueillie par sa tante, mais sa tante vraiment ne l'aime pas du tout, trouve qu'elle ne sert à rien, donc elle décide de l'envoyer en pensionnat à ses 11 ans, quelque chose comme ça, et du coup elle va vivre en pensionnat pendant toutes ces années, du coup jusqu'à ses 18 ans. Elle va devenir institutrice et vouloir s'élever, enfin vouloir améliorer sa condition et va du coup devenir préceptrice d'une petite fille qui est à la charge d'un homme et voilà, c'est à peu près ça l'histoire, mais c'est quand même vachement mieux quand vous le lisez que quand vous écoutez mon résumé parce que si jamais vous ne savez pas et que vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis nulle en résumé, vraiment, ma hantise, je ne sais pas faire ça, ou en tout cas pas en faire un bien. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est Jane Eyre. Je trouve que c'est un personnage extrêmement complet, très avant-gardiste pour son époque, puisqu'elle fait entendre ses idées, elle veut faire les choses à sa façon, ou elle fait en sorte de pouvoir le faire à sa façon, et je trouve que c'est très avant-gardiste, puisque c'est un roman qui a été publié il y a un petit moment, enfin, c'était quand même assez novateur pour l'époque. C'est quand même assez féministe pour l'époque puisque bah, elle décide de ce qu'elle veut faire et elle fait en sorte de le faire. On met souvent en avant le côté romance de Jane Eyre. Effectivement, la romance est belle, y a pas, je suis d'accord, mais je trouve que c'est vraiment pas le propos principal. Je trouve que la volonté et les convictions de Jane Eyre sont nettement plus intéressantes que la romance qui se passe dans ce roman, parce que vraiment,
elle insiste sur ce qu'elle veut faire, elle fait entendre ce qu'elle veut faire et déjà elle le dit à voix haute, ce qu'elle a envie de faire, ce qui est encore une fois nouveau pour l'époque et bref, je trouvais que c'était extrêmement bien écrit également. Il y a des descriptions de manoirs, de choses comme ça, il y a un côté très gothique qui m'a beaucoup plu et vraiment c'est des choses que j'aime beaucoup. Le roman gothique, c'est cet aspect où il y a un manoir, où il y a des landes, enfin bref, tout le côté description de la nature m'a énormément plu aussi, mais vraiment lisez-le pour Jane Eyre puisque c'est vraiment un personnage qui vous restera en mémoire. En 5e position, j'ai mis la trilogie de Prison Healer de Lynette Noni, traduit par Alison Jacques Robert. J'ai terminé la trilogie cette année puisque j'ai lu le 2e et 3e tome de la saga. Et bah, j'ai absolument adoré. C'est ici une fantasy young adulte où on suit Kiva qui est du coup la guérisseuse de la prison de Zalindov. Elle y a été enfermée avec son père pour des choses pas forcément justes et du coup elle se retrouve guérisseuse pour survivre. C'est une prison extrêmement dure qui est réputée pour vraiment sa dureté et à quel point les conditions de vie sont déplorables et elle essaye d'y survivre depuis 10 ans puisqu'il me semble que ça fait 10 ans qu'elle a été enfermée et un beau jour il y a la reine rebelle qui a été capturée et sauf qu'elle est extrêmement mal en point et on demande à Kiva de la garder en vie coûte que coûte et c'est ce qu'elle va faire ou en tout cas s'évertuer à faire parce que il y a aussi une chose, c'est que la reine rebelle elle a été condamnée à l'épreuve des 4 éléments puisqu'il y a 4 éléments de magie dans cet univers et du coup Kiva va prendre sa place puisque aussi quand on réussit ces 4 épreuves ça veut aussi dire gagner sa liberté donc il y a aussi c'est aussi pour ça qu'elle veut le faire. J'ai absolument adoré cette histoire. Évidemment, sinon, il serait pas dans ce top, voilà. Mais bref, j'ai énormément aimé parce que du coup, dans le premier tome, on est vraiment dans un huis clos où on est dans la prison. Dans le deuxième, on est dans un autre type de huis clos. Et dans le troisième, on a une quête. Et du coup, on voit beaucoup plus de paysages. Il y a beaucoup plus de choses qui s'y passent. Enfin, pas de choses, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de paysages différents, en fait, tout simplement. Et je trouve que ça a une certaine cohérence entre les trois. Et bref, moi j'ai beaucoup aimé la façon dont ça a été articulé. La description de la prison, les conditions dans lesquelles sont les détenus. Et bref, moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là et à quel point aussi elle a envie de s'en sortir. Mais aussi on voit que c'est quand même dur pour elle puisque bah, ça fait quand même 10 ans qu'elle a été enfermée injustement dans cette prison affreuse. Et on va découvrir petit à petit aussi pourquoi elle a été emprisonnée, puisqu'au départ on ne le sait pas. On va aussi découvrir pourquoi elle est obligée de prendre la place de la reine rebelle et pourquoi ça lui a été demandé de la garder en vie. Enfin, je trouve qu'il y a des plot twists incroyables. Moi, j'ai absolument adoré. Et là, encore une fois, je ne l'ai pas dans ma bibliothèque et je le veux puisque j'ai... Vraiment, c'était incroyable, c'était haletant. J'ai bouffé le 3e tome parce que du coup j'avais eu le 2e à la bibliothèque et à ce moment-là le 3e n'était pas encore sorti en français et je l'avais lu du coup en anglais sur ma liseuse, je l'avais acheté 99 centimes, quelque chose comme ça et je l'avais bouffé en une journée ou deux, une journée et demie. Et à ce moment-là, il y avait des travaux en bas de chez moi, et vraiment des travaux de marteau-piqueur, ils construisaient un immeuble. Et il y avait mon copain qui était en télétravail, et moi j'avais des boules caisses, mes écouteurs, la liseuse, et personne ne me dérangeait. Je ne voulais pas quitter ma liseuse, je voulais terminer ce roman et terminer cette trilogie, parce que je voulais savoir quelles étaient les réponses à mes questions. J'avais trop de questions et je voulais juste savoir. Et vraiment, ça m'a pris aux tripes et j'étais extrêmement impliquée dans cette histoire et ça m'a fait beaucoup de bien de ressentir autant d'émotions et de frénésie en lisant une trilogie et en lisant cette lecture. Bref, c'était absolument génial. En 4e position, j'ai mis encore une fois une trilogie puisqu'il s'agit des Sœurs Carmine de Ariel Holst. Et encore une fois, c'est un jeunesse que j'ai absolument adoré et que j'ai dévoré. Encore une fois, j'ai dévoré la trilogie sur ma liseuse. Et comme vous pouvez vous en douter, je n'ai pas les livres en ma possession. J'ai juste le premier tome qui m'avait été gentiment offert par Riddler, puisqu'elle voulait s'en débarrasser, elle l'avait en double exemplaire. Et moi j'ai adoré, je l'ai dévoré encore une fois. Et vraiment, Tristabel, l'un de mes personnages préférés de cette année. Alors, pour vous faire un résumé, c'est assez dur, je trouve, à faire comme résumé. Elles vivent toutes les trois à Grisaille et c'est une ville où les meurtres, les vols,
toutes les choses un peu crasseuses se passent et c'est pas forcément accepté ni légal, mais c'est quand même très très souvent quoi. Et elles doivent un peu survivre dans cette ville assez énigmatique, assez singulière. Voilà, on va dire ça comme ça. Et en gros, dans le premier tome, on suit Mériver. Et elle, c'est une monte en l'air, donc c'est une voleuse en fait. Et du coup, elle va voler la mauvaise personne et elle va être pourchassée pour ces trucs-là. Et c'est encore une fois extrêmement mal résumé. Je le conçois, j'en suis consciente, vraiment. Mais moi, j'y suis allée sans trop savoir ce qui s'y passait. J'avais eu le résumé de Riddler aussi. Et autant elle que moi, on n'est pas très doués en résumé, mais ça m'avait quand même donné envie. J'avais entendu beaucoup de bien sur toute la sphère Booktube et tous les gens que je regarde. Et j'avais vraiment envie d'y aller en fait sans trop me poser de questions et ça m'a vraiment réussi. Ce que j'ai préféré, c'est vraiment l'ambiance parce qu'il y a une ambiance très poisseuse, très un peu crado et on sent que les rues elles sont un peu boueuses. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu l'ambiance, mais ça fait vraiment aussi très Tim Burton et j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est une ambiance, enfin c'est une ambiance qui me correspond vraiment. J'ai un attrait particulier pour ce genre d'ambiance-là et ça fait un peu gothique. C'est pas forcément le bon mot, mais je trouve que il y a quelque chose de très gothique, surtout dans le deuxième tome, parce que Tristabel, qui est du coup l'aînée de la... Comment on dit pour des sœurs? Uniquement des sœurs, c'est pas une fratrie, c'est un autre mot. Je crois que je m'étais déjà posé la question, mais j'ai pas regardé. Donc si jamais vous savez, dites-moi parce que je ne sais pas à chaque fois. Mais du coup, donc Tristabel est mon personnage préféré et je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus gothique dans son tome à elle parce c'est elle qui connaît le mieux les caractéristiques de la ville, qui sait le mieux en jouer. Interruption de la mamounette. Je disais donc que je trouve que Tristabel, c'est celle qui connaît le mieux les codes et qui sait le mieux en jouer. Et vraiment, elle arrive à obtenir ce qu'elle veut sans vraiment d'effort. Et c'est un personnage qui est assez... comment dire? C'est un personnage qui est quand même détestable. Je comprends qu'on ne l'aime pas parce que c'est un personnage égoïste qui ne pense qu'à elle, qui est très fourbe. Le côté gothique, pour moi, c'est dans la façon de s'habiller parce que Tristabel aime beaucoup les vêtements, aime beaucoup la mode, c'est très important pour elle. Il y a tout un vocabulaire de mode et il y a de la dentelle, des grosses robes, enfin bref. Pour moi, ça va bien avec le gothique. Est-ce que c'est réaliste? Je sais pas trop. Globalement, mon avis, c'est que j'ai adoré et que je trouve que l'ambiance est un véritable plus à ce roman et je trouve que c'est du très très bon jeunesse. Je dirais que ce serait pour une cible de 12 ans, je pense, ce serait pas mal parce que peut-être que plus jeune, ça leur ferait peut-être peur, je sais pas, après à voir avec vos propres enfants ou les enfants dans votre entourage. Mais voilà, moi je suis conquise à 100%. J'ai juste oublié de dire que moi j'ai également écouté la version audio qui est absolument incroyable. Je trouve que, encore une fois, la lectrice a fait un excellent travail. Si mes souvenirs sont bons, elle s'appelle Adélaïde Poulard. Mais si je me trompe, je l'écrirai juste ici. Si jamais vous pouvez l'écouter, n'hésitez pas parce qu'il y a encore une fois un excellent travail de comédienne et de jeu qui est excellent. Encore une fois, l'intonation des voix, le changement, la modulation de la voix de la lectrice est excellent et il n'y a rien à dire. J'ai absolument adoré. Et c'est aussi en grande partie pour ça. J'ai aimé le texte de base, mais je pense que l'audio a beaucoup joué aussi dans mon appréciation de la lecture. Et on va arriver au top 3 de cette vidéo. En troisième position, j'ai mis Steam Sailors de Ellie S. Green, encore une trilogie. C'est à cause de cette trilogie que j'ai une obsession pour les pirates en ce moment, et même la mer en général. Vraiment, mon côté bateau pirate vient de cette trilogie, puisque ici, on va suivre du coup Prudence, qui vit dans le monde d'en bas, et elle fait des rêves un peu étranges, un peu prémonitoires, et un jour, l'un de ses rêves va se réaliser, et elle va être capturée par l'équipage de l'héliotrope, qui sont des personnes du monde d'en haut. En gros, c'est des pirates de l'air. Et eux ont pour quête de retrouver la cité des alchimistes. C'est une cité perdue où il y avait énormément de richesses, autant de richesses pécuniaires que de richesses intellectuelles. Et ils vont tout faire pour mettre la main sur cette cité. Et que dire? Moi, je l'ai lu sur la version intégrale que j'avais empruntée à la bibliothèque. Donc, encore une fois, je ne l'ai pas dans ma propre bibliothèque et je la veux.
Et ça fait 700 pages. J'ai lu les 700 pages en 3 jours. Et déjà, j'ai été très très conquise par le pitch, puisque quand on m'a dit, enfin quand j'ai lu Pirates de l'air, j'ai été conquise directement parce que l'un de mes dessins animés préférés quand j'étais enfant, c'était La Planète au Trésor, qu'on a beaucoup regardé avec mon frère. Et c'est un de mes Disney favoris. Vraiment, ce dessin animé a une place particulière dans mon cœur. Donc quand j'ai lu Steam Sailors, ça m'a forcément, j'ai forcément adoré. Et aussi, ça m'a quand même pas mal rappelé Pirates des Caraïbes, qui est aussi un de mes films préférés. Enfin bref, il y a beaucoup de choses que j'aimais réunies dans un seul livre et dans une trilogie, d'autant plus française. C'est une trilogie française et aussi une maison d'édition française parce que c'est Gulfstream, je crois, qui a publié ça et c'est une maison d'édition nantaise. Je vais essayer de vous parler de ce que j'ai aimé. À part que c'est des pirates de l'air, que je trouve la quête extrêmement cohérente, il y a quand même certaines résolutions qui sont assez faciles, mais moi ça m'a pas dérangé, je suis passée outre. J'ai des nouveaux book boyfriends grâce à ce livre parce que je les trouve extrêmement bien faits. Enfin, il y avait des petites romances, mais c'était en arrière-plan. Enfin, ça prenait pas toute la place sur l'aventure qui est vraiment l'élément principal. En fait, c'est la quête, l'élément principal, et il y a des petites choses qui se passent un peu en arrière-plan, quoi. Les petites histoires d'amour, les histoires d'amitié. Enfin, il y a tout ça qui se passe et j'ai été attachée à tout l'équipage. J'ai trouvé tous les personnages très attachants, même les méchants entre guillemets sont très bien faits. Enfin, voilà, tout l'univers aussi des alchimistes, je trouvais que c'était une très bonne idée. Le fait que tout se passe un peu, ouais. En fait, tout, c'était des pirates de l'air, donc forcément, ça allait me plaire. Et si jamais vous voulez aussi mettre ça entre les mains de vos ados, c'est une très très bonne idée parce que je trouve que c'est très bien fait. Je pense que pour des enfants, ouais, je pense pareil, à partir de 12 ans, ça doit être pas mal. Peut-être plus tôt, si jamais ce sont des bons lecteurs. Mais vraiment, c'est une histoire d'aventure qui vaut le coup d'être lue. Et voilà, c'était une pépite intégrale. En deuxième position, il s'agit de Babel de R.F. Kuang. Et là, je l'ai lu en anglais et quel plaisir! C'était incroyable comme lecture. J'ai trouvé ça fou. Du coup, c'est en anglais, je crois que c'est 500 ou 600 pages écrits assez petits, de pur plaisir. Et je crois qu'en français, il est traduit chez De Saxus. J'avais un petit peu peur, mais il me semble que le traducteur, c'est Michel Pagel. C'est un traducteur assez réputé en SFFF. Et j'ai déjà entendu son nom plusieurs fois. Et vraiment, quelle incroyable lecture. Ici, on va suivre Robin Swift. C'est un petit garçon chinois, plus précisément de Canton. Et il va être recueilli après que toute sa famille ait été décimée par une maladie comme une sorte de peste. Et en fait, il va être recueilli par le professeur Lovell, qui est un homme anglais. Et en fait, il est professeur à l'université de... j'ai Stockholm en tête, c'est pas du tout ça, d'Oxford, et plus précisément, il est traducteur à la tour de Babel, et c'est une tour extrêmement prestigieuse et une université très très prestigieuse, et du coup, le professeur Lovell va faire de Robin sa pupille, il va l'éduquer et le former pour rentrer dans cette école de traduction, dans cette tour. Et une fois que Robin a intégré la tour, il va apprendre à perfectionner ses langues, puisqu'il il a le chinois, parce qu'on lui a demandé d'oublier le cantonais, et l'anglais, du coup, il va comprendre réellement la langue, parce que dans cet univers, il y a aussi un pouvoir avec des barres d'argent, et en fait, les barres d'argent s'activent grâce aux langues, par des correspondances de mots, et par des subtilités de langage. Je ne veux pas trop vous en dire pour que vous puissiez aussi découvrir ce qui s'y passe, mais sachez que moi j'ai adoré. Ça parle énormément de colonialisme, de décolonisation, de langage, de racisme aussi. Il y a des bonnes grosses phrases de racisme décomplexé dans ce roman, vraiment très très souvent et très frontal. Donc si jamais c'est des sujets sensibles aussi, je vous déconseille peut-être parce que il y en a vraiment tout le temps, tout le temps. Et c'est aussi un récit très violent puisque le sous-titre du roman c'est Babel ou la nécessité de la violence. Et ce sous-titre peut paraître assez anodin, mais au fur et à mesure du roman, on comprend pourquoi il y a ce sous-titre et on comprend le terme nécessité. Je trouve qu'il est extrêmement bien choisi dans ce récit. Et pour moi, le récit se termine
de la meilleure des façons. Je pense que cette fin peut diviser, mais moi je trouve qu'elle est très cohérente par rapport aux propos de l'autrice et par rapport à ce qu'elle a voulu transmettre comme idée. Et vraiment, au-delà de la traduction, je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement bien traité, de traiter de la colonisation pardon, et du racisme à travers la langue. Je trouve que c'est très intelligemment fait et que je trouve que c'est un moyen très subtil et assez vicieux quand on y pense, mais en même temps c'est très frontal et très difficile pour les personnes concernées. Enfin, en fait, quand Robin, on lui dit que le cantonais ne lui servira plus à rien alors que c'est sa langue maternelle, c'est quand même très frontal et très dur. Et voilà, je trouve que c'est très insidieux comme façon de faire, mais très impactante également. Et il y a énormément de réflexions sur la traduction que je trouve très pertinente. J'ai absolument adoré toutes les réflexions sur la traduction et les différentes paires de langues. Quand les professeurs expliquent aussi toutes les subtilités de langage et quelles sont les étymologies, enfin toutes ces choses-là, moi c'est ce que j'aime énormément. Et si jamais vous aimez les langues et si vraiment vous êtes quelqu'un de très littéraire et qui s'intéresse aussi à l'étymologie, à la traductologie, je trouve que c'est un excellent roman qui est extrêmement... qui a un côté très très académique, mais ça se ressent aussi parce que du coup Rebecca Kuang, elle est doctorante à Yale ou à Oxford, je sais plus, mais en tout cas elle a étudié dans les deux. Et ça se ressent qu'elle a mis tout son côté académicienne dans ce roman et moi ça m'a beaucoup plu. J'ai aussi été très fière de moi de le lire en anglais parce que c'était un véritable défi, malgré le fait que ce soit quand même assez accessible si vous parlez bien anglais, mais il faut s'accrocher quand on nous explique des termes de traduction et notamment plus au début, mais quand c'est des dialogues c'est quand même beaucoup plus simple à comprendre. Bref, j'ai adoré. Ça se battait en vrai entre la première et la deuxième place, mais la première a arraché mon cœur. Donc voilà, c'est pour ça que Babel se retrouve en seconde position. Et la première position de ce top, celle en haut du panier, si jamais vous suivez assidûment la chaîne, vous savez de quel roman il s'agit. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous avez une idée. Il s'agit de Betty de Tiffany McDaniel. J'étais obligée de le mettre en première position puisqu'il m'a habité littéralement pendant très longtemps. Je l'ai lu en lecture commune avec Lucie et Mylène et c'était incroyable. Du coup, il a été traduit par François App et j'ai trouvé la traduction incroyable. Vraiment, chef kiss là aussi. Un très grand bravo à François App. C'était magistral comme traduction, vraiment. Que dire de Betty? Déjà, je vais vous parler des trigger warnings parce qu'il y en a beaucoup. Il y a violence physique, violence sexiste, violence sexuelle, violence raciste, systémique, de l'inceste, des violences animales et des violences verbales. À peu près tout, hein, honnêtement. Si jamais vous n'êtes pas effrayé à l'idée de cette liste de trigger warning, je vous fais le résumé. Du coup, on y suit Betty Carpenter, qui est la fille d'un homme Cherokee et d'une femme blanche des États-Unis dans les années 60, je crois, 50 ou 60, je sais plus. Et du coup, Betty a toutes les caractéristiques physiques d'une personne Cherokee, donc la peau mate, les cheveux raides, noirs. Bref, tous ces traits physiques crient qu'elle est d'origine Cherokee. Donc forcément, elle est victime de racisme. Si mes souvenirs sont bons, elle a 6 frères et sœurs et ils sont tous, c'est tous compliqué pour eux. Mais en fait, Betty est le réceptacle de toutes ces violences. On se confie à elle, on lui fait subir des violences. Enfin, bref, c'est très dur pour elle. Et en fait, tout au long du roman, on se dit mais c'est pas possible, il lui arrive tellement de choses. Et d'un coup, ça nous revient en mémoire qu'elle n'a que 10 ans au début du récit. Et ça fait vraiment mal. Et vous allez me dire, mais comment c'est possible de lire quelque chose comme ça et d'apprécier? Mais c'est juste la beauté de l'écriture de Tiffany McDaniel, c'est très poétique. Parce que du coup, le père de Betty est un personnage très important et il lui transmet toute la poésie des Cherokees et en fait toute l'histoire de ce peuple. Et il veut vraiment lui transmettre aussi cette identité qu'elle a en elle. Et vraiment, toute la poésie est incroyable. Et en fait, ça jongle à chaque fois entre violence, poésie, violence, poésie. Et ça m'a vraiment pris aux tripes. Je crois qu'il fait 700 pages en français. Et je l'ai lu quand même assez rapidement. J'ai beaucoup pleuré pour ce récit. Mais
pour moi, il reste vraiment en mémoire et Betty est un personnage qui me restera très très longtemps en mémoire parce que je trouve que c'est tellement réussi. Et en fait, quand on y repense aussi, au tout début, il y a une note de l'autrice qui dédie ce roman à sa maman qui s'appelle Betty. Et je me demande quelle est la part de fiction et de non-fiction entre Betty, le personnage, et Betty, la mère de Tiffany McDaniel, pardon. Et voilà, je vais en finir là-dessus. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et vous, quelles sont vos meilleures lectures de l'année 2024? On se retrouve mercredi prochain pour le flop de l'année 2024. Parce qu'il y en a eu quand même, j'allais dire beaucoup. Non, pas beaucoup, mais il y en a quand même qui m'ont déçu et qui ont été de très mauvaises lectures pour moi. Donc voilà, si jamais vous avez envie de voir ça, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne mercredi prochain. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vais aller boire parce que ça fait 1 heure que je filme et que j'en peux plus. Bref, sur ce, bonne journée, ciao.